Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. On est très content d'accueillir enfin Lancelot Hamelin pour sa bande dessinée, avec Étienne évidemment Aubury, La mort aux yeux de cristal paru chez Glénat. Alors on a un petit peu tardé avant de l'inviter, mais bon, il n'était pas là. Mais 2 ans après ton séjour à la Villa Médicis, de retour à Rome, on pourrait un petit peu parler de la naissance de ce scénario. Premier exercice en BD, mais il y a eu un autre projet à peu près en même temps. D'où est venue cette idée d'abord de scénario BD, de te confronter à cet autre genre. Tu t'es confronté déjà à d'autres genres d'ailleurs littéraires, théâtre et ce projet sur les rêves dont peut-être tu pourrais nous parler parce que finalement ça recoupe aussi un petit peu la thématique. Mais comment t'es venue cette idée d'abord de te confronter à la bande dessinée et puis surtout, comment est né celui-ci de scénario ? Alors, moi je fais partie des écrivains qui sont fascinés par les questions de narration, les modes de narration. Il y a des écrivains qui sont plus fascinés par le langage ou les idées. Moi, c'est donc effectivement écrire du théâtre ou du roman ou imaginer d'écrire du cinéma ou... ça m'intéresse beaucoup parce que ça questionne les modes narratifs et le fait de m'intéresser par exemple au récit de rêve, de demander aux gens de me raconter les rêves qu'ils font la nuit, les rêves, les cauchemars, c'est une manière de m'intéresser à comment on raconte les histoires et quelles sont les histoires qu'on raconte et puis comment on les raconte. La bande dessinée, donc je pense aussi que je fais partie je sais pas si c'est une génération, mais en tout cas d'un moment de l'humanité où les gens apprennent à lire avec des livres d'images et notamment des bandes dessinées. Et donc ça restait quelque part en moi comme un désir et comme une façon de penser. Cette chose en fait qui raconte en fait en associant d'un côté le texte, d'un côté les images. Et en fait la bande dessinée se fait avec des choses qui sont comme ça très tranchées d'un côté. Et la pensée se fait dans le blanc qui est entre les cases. Donc d'un côté les images, d'un côté le texte, et en fait ça oscille tout le temps entre les deux. Bon, donc ça c'était un petit peu certainement que j'ai appris à lire là-dedans. Et le théâtre a à voir avec ça aussi, que j'écris beaucoup pour le théâtre et par le théâtre. Le rêve aussi, finalement, le rêve nous parvient en images. Pour 99% du rêve, c'est de l'image. Quand le texte, la voix, la parole, le son, les sens, l'odorat vient en rêve, c'est très rare. Et en même temps, quand on raconte un rêve, souvent, la plupart du temps, c'est par des mots. Donc c'est là, je pense un peu à haute voix sur le lien qu'il peut y avoir. Et après, c'est comment c'est devenu un peu concret, cette envie d'écrire de la bande dessinée. C'est une double rencontre avec Étienne. D'abord, on s'est rencontrés, c'était genre en 2009 à Valence pour un projet de théâtre que je faisais et tu rentrais à l'école d'Angoulême ou... Non, de Valence du coup. C'était en fait quand on a été présenté, ouais. c'est via la professeure d'anglais des Beaux-Arts de Valence qui savait que tu avais envie de rentrer dans le monde de la BD, qui nous a présenté pour ça. Ouais. Et toi, tu étais encore étudiant, donc on avait commencé en fait à imaginer de travailler sur un projet, Étienne et moi, mais le projet, du point de vue du texte, c'était une pièce de théâtre un peu monstrueuse, un peu débordante, confuse, complexe et trop longue et tout ce qu'on veut. Et ses profs l'ont dissuadé de s'aventurer là-dedans. Et ils ont eu raison, je pense, parce que c'était casse-gueule et on est resté bien en contact. Et ensuite, j'ai rencontré un éditeur qui travaille à Glénat, qui s'appelle Franck Marguin, qui est très aventurier. Il a aussi un label de musique électronique et il ouvre la porte à des expériences de bande dessinée qui sont très intéressantes chez Glénat. Et c'était l'époque où je travaillais sur une pièce de théâtre sur l'âge d'or de Buñuel, le scandale de l'âge d'or. Buñuel fait un film dans les années 30 et le film sert aux ligues d'extrême droite à faire un coup d'éclat
Et la production de ce film brise tous les gens qui ont travaillé dessus, c'est-à-dire les mécènes qui ont produit, les de Noailles et les artistes. Buñuel et Dali se disputent, Cocteau, les surréalistes et les artistes de l'époque. Voilà, et donc, cette pièce-là, le sujet intéresse Franck, qui me dit, tiens, on pourrait en faire une bande dessinée. Et donc, je me lance là-dessus. Et donc là, j'avais rencontré un éditeur on était vraiment en contact avec Étienne. Et là, donc pour cette bande dessinée, La mort aux yeux de cristal, c'est toi, Étienne, hein, qui travaillait beaucoup à la sortie de l'école sur des sujets qui concernaient le fantastique, l'horreur en BD. Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, moi j'ai commencé, comme beaucoup d'étudiants, à faire du fanzina, de la micro-édition. Et je publiais dans une revue qui s'appelait La Corde, qui a arrêté depuis, qui était essentiellement des histoires d'horreur, d'épouvante, de fantaisie, des histoires un peu trashos. Et voilà, je publiais là-dedans. Et quand c'est à ce moment-là qu'il m'a contacté pour me demander ce que j'avais envie de faire comme histoire. Et donc c'est ce que je lui ai répondu. Et donc c'est pour cette raison qu'il était parti dans cette direction, en fait. Ouais, donc il y avait il se disait tiens, on pourrait partir ensemble sur une histoire fantastique ou d'horreur. Et moi j'adore ça, beaucoup, la littérature d'horreur et notamment le cinéma, ce cinéma qu'on appelle le giallo des années 70, cinéma d'horreur italien, qui est un genre très populaire. Je crois que le giallo ça réfère à des couvertures jaunes de la littérature. Voilà, qui étaient des romans de gare, en fait. Des romans de gare qui jouaient sur le désir, la mort, avec peut-être une certaine vulgarité. Et le cinéma s'en est emparé. Et certains auteurs comme dans les années 70, le cinéma italien a revivifié le western. Et ce cinéma, donc très esthétique, donc c'est un cinéma d'horreur sadique, cruel, misogyne, et très esthétique. Et en même temps, il y a une rupture dans l'écriture des scénarios qui les fait souvent ressembler plus à des rituels qu'à des films. Et donc la figure emblématique du versant esthétique du giallo, c'est Dario Argento, qui a posé quelques films immenses dans ce genre-là. Et moi, j'avais des souvenirs de l'émission qu'il y avait le mercredi après-midi qui s'appelle Temps X, où il y avait des extraits de films fantastiques, d'horreur, et qui m'avaient marqué, qui s'était greffé à mon univers psychique. Et pendant des années, j'ai cherché une image qui m'avait vraiment bouleversé. Et c'est vers 30 ans que j'ai trouvé un DVD, parce que ce cinéma-là est revenu avec des gens qui ont republié, réédité ces films. Et j'ai retrouvé le film d'où étaient tirées ces images qui me faisaient plus du tout peur, qui me semblaient même un peu bêtes, et en même temps qui avaient cette puissance d'impression, et pour moi, me marquer enfant. Donc, quand Étienne me parle de ça, je suis parti sur une histoire qui concernait une femme très belle, quelque chose sur le fait d'être aveugle, et puis l'horreur et le fantastique. Et pendant 3 ans, on a beaucoup écrit, échangé, jusqu'à proposer quelque chose à Franck Marguin. Et il y avait un moment, il y avait 300 pages de scénario, après de refondre ça dans une forme qui trouve son unité, si on peut dire, en gardant le côté fragmenté, éclaté et chaotique qu'il y a dans le giallo. Pour un giallo, il ne s'agit pas de faire quelque chose de... Il y a quelque chose de tordu dans le giallo qui vient du baroque, peut-être. Il y a des miroirs, des démultiplications, des images cachées dans les images. Ouais, le grand film de Dario Argento, enfin il y a plusieurs grands films, mais il y en a un qui est assez... c'est pain béni pour les profs de cinéma ou les critiques. C'est Profondo Rosso. C'est un film où il y a... c'est l'acteur qui joue dans Blow Up d'Antonioni. Il reprend cet acteur-là et il le met dans une même histoire où il y a une image cachée qui contient le secret du problème, un motif dans le tapis, et voilà, c'est très baroque. Et donc on s'est lancé là-dessus. Et comme autre référence de Dario Argento, il y a aussi Suspiria qui m'a évidemment beaucoup marqué. Il y a énormément de références cachées à son cinéma dans l'album, plein de réutilisations de motifs. Par exemple, dans Suspiria, il y a un carrelage dans l'hôtel
où la femme, une des premières victimes, enfin la première victime, se fait pendre au-dessus du hall de l'entrée de l'hôtel. Et il y a un carrelage assez fascinant, une sorte de composition aléatoire. Et j'en ai fait un vitrail dans l'histoire, enfin, voilà, plein de petits détails comme ça. Ce que j'ai apprécié aussi moi dans le cinéma d'Argento, c'est qu'il fait des associations. Par exemple, le morceau de Milan qui est inséré dans Profondo Rosso. Oui. La place avec un colosse allongé. Et on croit que c'est à Rome. Moi, au début, à Rome, je l'ai cherché. Et puis j'ai lu quelque part que c'était à Milan, en fait. Ouais. Donc il fait des associations comme ça, des montages. Donc du coup, je me suis amusé à faire beaucoup la même chose. Une ville mentale, quoi. Ouais, voilà. Ouais. En associant... Là, pour le coup, j'ai fait la même chose. J'ai repris cette séquence de Milan que j'ai aussi mis à Rome, ici, dans la BD. Et j'ai aussi assemblé des églises ensemble pour créer... Voilà, après, c'est vraiment... c'était juste pour mon... La Villa Médicis, c'est devenu la clinique de l'horreur où on greffe les yeux d'entités extraterrestres aux personnages et les entités viennent exploser la Villa Médicis, ce qui n'est plus la Villa Médicis. D'ailleurs, c'est une Villa Médicis où il y a encore les deux pins, je crois. Oui, d'ailleurs, il faut regarder, effectivement, c'est vrai que j'avais fait attention. Et c'est cosmique tout ça, parce que je lui ai pas trop parlé de la Villa Médicis, je lui ai envoyé des photos, on travaillait. Il a choisi comme ça, c'est venu dans une sorte d'inconscient. Et il y avait un plasticien à la villa, l'année où on y était, qui, pour faire une sorte d'hommage à ces deux arbres qu'on allait couper, il y avait deux pins, un planté par un, je crois, c'est ça, non pas la légende. Le successeur. Oui. Voilà. C'est le successeur qui a planté. Ah oui, le successeur, la vérité historique. C'est Horace Vernet. C'est page 86. C'est Horace Vernet. Ah non, il faut rendre à Horace ce qui est à Horace. Et donc les arbres allaient être coupés, et il y a un des artistes, Simon Rouby, qui a eu la très belle idée de projeter deux yeux immenses sur les cimes de ces arbres. Et la BD parle des yeux... c'est quelque chose de récurrent dans le giallo. Il y a un Dario Argento où la torture, c'est d'attacher une des très belles femmes qui constituent les victimes potentielles de l'histoire, et de lui planter des aiguilles dans les paupières de façon à ce qu'elle ne puisse pas fermer les yeux pour l'exposer à des visions d'horreur. Et donc ça met en scène, il repique ça un peu à Kubrick, mais de façon plus franche, avec des aiguilles plus subtiles aussi. Non, donc c'est intéressant de voir les espèces d'effets télépathiques comme ça. Je ne sais plus quelle était la question. Non, mais tu as répondu. Le grand récit. Ouais, Après, il y a quand même des tentatives aussi tout à fait particulières dans le. Donc, il y a des passages très poétiques, enfin quasi métaphysiques, avec le scénar plus traditionnel, mais en même temps, lui aussi qui joue avec les codes. On s'attend à un polar, mais on n'y est pas. On attend des pistes, on les a pas. On est aussi perdu dans le texte, mais évidemment toi aussi tu relais avec les images, avec des fausses pistes graphiques. Il y a des sauts dans le temps, c'est vrai, c'est pas vrai, le discours est... Oui, il y a un mélange en fait dans la mise en scène, les fonds noirs, les séquences qui se passent de nuit, les séquences oniriques, où on appelait ça le monde noir entre nous. Elles sont suivies à certains endroits de pages avec des fonds noirs qui enveloppent ces séquences et qui les lient en fait à la réalité, quoi. Donc il y a c'est une membrane perméable en fait entre les deux. Voilà pour. C'est pas sûr que ça soit super compréhensible. Non. Alors, mais c'est à l'image du truc. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que il y a plein de choses de perturbations. Il y a un jeu sur les fausses pistes, ça commence comme un truc d'horreur avec un serial killer qui tue, voilà. Et en fait, le méchant serial killer n'est pas le plus méchant de l'histoire, parce qu'il y a aussi un complot d'une secte, d'une société secrète qui veut faire venir des créatures d'une autre dimension pour nous dévorer. Ces créatures auraient créé l'humanité comme un garde-manger, mais auraient perdu le contact pour rentrer.
Et donc, il faut greffer des yeux de créature à un personnage, une élue, et donc c'est l'héroïne. Donc il y a une sorte de, comme ça, de... Alors dans le giallo, c'est souvent des polars pervertis et rendus horrifiques, ou alors des histoires de sorcellerie, avec des écoles de sorcières, quelque chose qui vient de là. Nous, on a rajouté un truc qui vient plus du fantastique, de Lovecraft, avec l'horreur cosmique de créatures venant d'un cosmos qui nous dépasse, et ce qui n'ajoute rien à la compréhensibilité de l'affaire. Mais tout à l'heure, j'ai trouvé une citation de Bertolt Brecht, qui, je ne sais plus à propos de quelle pièce, dit qu'une histoire compréhensible est très probablement mal racontée. Et il défend l'idée de la nécessité de ne pas être compréhensible. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, peut-être par défaut, parce que je ne suis pas capable d'être compréhensible. Mais j'étais content de trouver cette citation. Non, on peut arriver à être compréhensible. Voilà, mais là, c'était vraiment quelque chose sur les ténèbres et l'obscurité. Et bon, alors, effectivement, on sait qu'en dire, je sais pas. Qu'en dire. Il y a le jardin des Niobides aussi. Avec des Niobides. Oui, il y a les Niobides qui sont dans les jardins de la villa. Et... Pourquoi ? Ah, ça, c'est la télépathie. La télépotie. En fait, la composition des statues, leur agencement... ça m'avait inspiré une sorte de fuite, et donc j'ai ajouté des... En fait, on est dans le jardin des... Donc il y a un travail sur le réel, parce que Rome, si on va du côté du quartier Coppédé, il y a quelque chose dans Rome qui est la métaphore de l'inconscient que Freud développe dans Malaise dans la civilisation. Et puis il y a l'idée, Jung ne voulait pas du tout aller à Rome parce qu'il avait peur de tous ces spectres qui hantent la ville. Et on a aussi des strates, il y a des choses de l'ésotérisme, avec toute la fantasmatique égyptienne qui est très active dans Rome, avec ce quartier du Coppédé par exemple, qui est l'extrême d'un fantasmatique, d'un délire ésotérisant, ésotérique. Et Dario Argento est né dans le cœur de Rome. Il raconte ça dans un de ses interviews, dans un de ses livres, de façon très 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 pertinente. Il y a quelque chose de très onirique dans la structure même de la ville de Rome. Et oui, on s'est inscrit là-dedans, on s'est inscrit dans cette manière de lire la ville par ce cinéma-là, qui est... il y a ça chez Fellini ou chez les autres cinéastes de Rome, mais chez Dario Argento, il met le doigt dans ce qu'il y a de morbide dans ce rapport au passé, qui est aussi magnifique. C'est très vivant de voir ces ruines toujours vives, les peintures du Caravage qui sont dans un coin de l'église, on met 1 euro et on vient la voir. C'est finalement très vivant. Et puis en même temps, ça respire le rapport à un passé. Et le cinéma fantastique arrive à émerger. Moi, que je me promène dans Rome, on a quelque chose avec cette décrépitude. C'est une façon un peu, peut-être, d'un néo-romantique de voir les choses. Moi, j'ai une petite question pour toi, Étienne. D'un point de vue graphique, comment tu as affronté, en dehors des lieux, vraiment le style qui est un petit peu pulp, mais un peu revisité aussi. Comment tu as traité cet aspect graphique ? Alors, c'est une bonne question. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'expression qu'il y a un expressionnisme dans le dessin, qu'on soit pas dans quelque chose de figé, qu'on puisse sentir les personnages. Donc j'avais besoin d'ajouter à un style réaliste une certaine forme de douceur. Donc... qui est très sensible dans les scènes de massacre. Cette forme de douceur. Ouais, non, mais c'est paradoxal. Il y a justement un contraste, il y a une opposition entre tout ce qui se passe de très sensible entre les deux héroïnes et la violence
complètement gratuite et déchaînée qui peut survenir les instants d'après, quoi. Moi j'aime beaucoup ce contraste-là. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans le manga coréen et japonais, où on va pouvoir rire et frissonner en même temps au sein de la même scène. Il y a des films comme ça qui m'ont marqué pour ça, et d'arriver à enchaîner les deux, enfin en tout cas de mettre en relation les deux, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Est-ce que tous les deux, vous connaissez une BD de Dino Buzzati? Non, qui s'appelle Poème à Fumetti. Et Buzzati, il était aussi peintre, et c'est lui qui est à l'origine du graphic novel italien. Et curieusement, c'est né, cette publication a été faite en 69, même année que le premier film de Argento, qui est sorti en 70, mais qui a vraiment été fait en 69. Et c'est étonnant parce qu'il y a des espèces de résonances. Et curieusement, ton style ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans ce bouquin-là. C'est vrai que... Tu connaissais alors, j'ai peut-être vu passer le truc, mais je pense pas. En tout cas, ça me dit rien. Mais en tout cas, je suis d'une génération qui a grandi en lisant des comics, en lisant des mangas et de la BD franco-belge. Donc, je fais partie de cette génération qui a un peu aggloméré tout ça et qui en a... Mais que ça rejoigne la peinture de Buzzati, c'est beau, c'est étonnant. Alors là, par contre... Alors là, c'était vraiment un essai, parce que c'était une espèce de roman graphique avant l'heure. Et c'est très étonnant parce que, si tu le lis, tu verras qu'il y a à l'intérieur aussi des échos, alors des citations des uns et des autres, des citations graphiques et dans l'écriture, mais aussi une tentative d'une espèce de double voix, un peu comme tu fais toi, poétique et en même temps un vrai scénar, quoi. Donc c'est très étonnant, quoi. Et c'est publié encore, ça se trouve? Oui, ça se trouve. En français, ça n'a jamais été traduit, mais en italien, ça se traduit. C'est quoi, Fumetti? Poème à Fumetti. Et le premier nom de ce truc-là, c'était La Dolce Morte. Ah, magnifique. Et en fait, de Giallo, ça. Personne n'a voulu le... sous ce titre-là. Personne n'a jamais voulu le publier sous ce titre-là, et on l'a fait un truc plus passe-partout. Alors que c'est ultra innovant comme style. Et ça parle de cette douceur que tu évoquais. Il y a cette douceur là, super, faut qu'on trouve ça avant de partir. C'est noté. En tout cas, s'il y a une ressemblance, c'est totalement fortuit. Donc c'est que vous étiez en connexion avec mais il y a beaucoup de choses cette année-là beaucoup de télépathie. On est très télépotes tous les deux. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est que la BD, elle s'accompagne, la lecture s'accompagne d'un album de musique qui a été composé par un ami compositeur. Et il se trouve que lui, il connaissait pas du tout le giallo, et il a commencé à composer. Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué l'ambiance, et il a commencé à composer, et c'est seulement après quelques essais, quelques compos qu'il a écouté les Goblins, mais ça collait déjà. Et c'était déjà complètement raccord avec l'univers de Goblin et l'univers d'Argento, mais façon musique électronique d'aujourd'hui, quoi. Et il y a eu un truc où il n'y a pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit, en fait. Non, cette BD est peut-être dure à lire, et peut-être on peut se demander quel intérêt de raconter des histoires comme ça, mais il faut s'en méfier parce qu'elle crée vraiment elle crée des situations de télépathie. On devient télépote en la lisant, et on peut imaginer faire un réseau de lecteurs comme ça. Voilà, surtout si on n'est pas nombreux à la lire, on peut vraiment échanger sur... Non, d'accord, c'est intéressant, ces effets de conjonction, là, Il y a une petite case aussi, on a mis Dylan Dog. Il y a un Dylan Dog caché. Il y a un Dylan Dog caché. Il y a un Dylan Dog et il y a... non, je sais plus, ça y est, j'ai perdu. Il y a quelqu'un d'autre ? Non, attends.
Non, je l'ai perdu, je ne sais pas. Et on offre quelque chose à la personne qui trouvera qui est la personne sur la tombe, sur la 4e de couve. Donc Alicia Barbieri. Mais moi, j'ai pas trouvé. J'ai été obligé de lui demander. Ouais. Faut lire assez attentivement. En fait, c'est vraiment... Il y a une mention, il y a un endroit où qui donne une clé, mais voilà, c'est... Ouais, faut pas le rater. Faut pas le rater. Voilà. Faut pas le rater, ouais. Et on offre quelque chose, vraiment. Ouais. On sait pas encore quoi, mais... Vu qu'il y a personne qui a trouvé. Oui, ouais. On offre. Voilà, merci de... Merci beaucoup. Cette soirée romaine, de votre présence. Libreria Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.